Alors, la feuille de route sur les motorisations, ça vous donne ici, selon deux axes. L'un qui est la réduction des émissions CO2, l'autre qui est la réduction des émissions polluantes, donc qui réfère à ces Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6 dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, le positionnement de départ, si vous voulez, c'est un moteur essence pollue plutôt moins qu'un moteur diesel, donc il est déjà un peu en progrès par rapport à un diesel. En revanche, il émet plus de CO2 à isoperformance qu'un moteur diesel. Donc, le point de départ, c'est le diesel à 20% de marge sur le CO2 par rapport au moteur essence. Et en revanche, il a du chemin à faire pour respecter les normes anti-pollution. Et quand on regarde ce qui se trame, ce qui se dessine comme progrès technique à l'horizon 2015 environ, c'est qu'on voit que les moteurs à essence n'ont pas beaucoup de chemin à faire pour respecter les normes anti-pollution. En revanche, ils ont beaucoup de marge de progrès sur la réduction des émissions CO2. J'y reviendrai. Et puis, par contre, le moteur diesel a un peu de marge pour réduire encore ses émissions CO2. Par contre, il a beaucoup de chemin à faire pour réduire les émissions polluantes. Et il y a même une pénalité CO2 qui est induite par cette réduction d'émissions polluantes. En deux mots, quand vous mettez un filtre à particules, avant, c'était les particules noires qui allaient se coller au mur. Maintenant, elles se piègent dans un filtre à particules et vous devez régénérer votre filtre. Qu'est-ce que vous faites? Vous montez en température, vous chauffez, vous faites du CO2. Donc, vous payez en grammes de CO2 ce que vous diminuez en particules. Donc voilà un petit peu pour les raisons pour lesquelles il y a convergence en termes de performance, en termes de CO2 comme de émissions polluantes entre le moteur diesel et essence à l'horizon 2015. Ce qui veut dire que le mix entre diesel et essence au niveau des véhicules peut évoluer. Pour l'instant, il y a eu une forte tendance à la dieselisation en partie chez Renault. Ça pourrait changer progressivement. Puis ensuite, il y a les hybridations dont on parle, depuis le stop-start, qui est le premier degré, jusqu'à des hybridations plus sophistiquées comme celle de la Prius. Et puis, finalement, au-delà de ça, vous avez le véhicule électrique. Alors, avec ces déclinaisons intermédiaires qu'on appelle les hybrides rechargeables, mais qui sont des véhicules électriques dans la mesure où il y a une autonomie électrique significative. Si vous voulez, c'est la différence entre l'hybride et l'hybride rechargeable. L'hybride, il n'y a aucune autonomie électrique. Enfin, une Prius fait 1 km en autonomie électrique, c'est tout. Par contre, le véhicule hybride rechargeable, il a au minimum 15 km d'autonomie, sinon plus. Voilà un petit peu la différence entre les deux termes. Et en tout cas, quand on parle d'hybride rechargeable, on parle bien d'une prise, d'une batterie, d'une connexion au réseau, alors que dans un hybride classique, l'électricité est produite par le moteur. Voilà un petit peu le paysage. Alors, pour les progrès des moteurs diesel-essence, là, c'est un peu complexe, peut-être comme c'est un focus sur ce que je montrais au début. Donc, ça reprend les progrès qui sont possibles avec les moteurs d'essence et diesel. Donc, on parle de downsizing. Ça veut dire quoi? Réduction de cylindrée. On augmente la puissance au litre. Alors, évidemment, le prix à payer, c'est qu'en faisant ça, on risque de faire monter en température et donc d'avoir plus de NOx. Du coup, il faut faire de la combustion froide. Du coup, on parle de faire de la recirculation de gaz à échappement, EGR, Exhaust Gas Recycling. On parle d'injection directe aussi, GDI, Gasoline Direct Injection. On parle aussi pour le diesel de combustion homogène, HCCI, là, c'est la combustion homogène. Et puis, après quoi, il y a le stop-start, vous voyez. Et puis, alors, il y a des formes d'hybridation qui peuvent être électriques, mais aussi pneumatiques. Alors, je ne parle pas du moteur pneumatique, je parle du fait qu'en décélérant, vous pouvez récupérer un peu de gaz. Vous pouvez un peu comprimer d'air, et puis vous en servez pour relancer le moteur quand vous redémarrez. Donc, toutes ces formes-là, on parle de moteur de temps, etc. On parle de récupération d'énergie aussi, c'est-à-dire que finalement, vous pouvez soulager l'alternateur en récupérant l'énergie à l'échappement, qui, elle, est l'énergie perdue, pour refaire autre chose, qui est de l'électricité en particulier. Voilà. Donc voilà un petit peu les choses qu'on peut faire sur les moteurs thermiques. L'émission de CO2 du puits à la roue, alors j'y reviens parce que ça, c'est l'approche un peu standard. On dit, voilà, quand on parle du puits à la roue, on parle depuis la production du carburant jusqu'à l'émission du véhicule. On ne prend pas en compte quand même l'émission CO2 induite par la fabrication de l'usine. On ne prend pas en compte dans cette approche-là la fin de vie du véhicule, ni même la production du véhicule. On en est strictement à production du carburant et usage du véhicule. Pour illustrer un peu plus ça, je vous montre ici ce diagramme. Là, c'est une approche complète de l'analyse cycle de vie d'un véhicule que l'on fait chez Renault. J'ai pris le cas de la Laguna. Alors, c'est par différents postes qui vont depuis l'épuisement des ressources naturelles. Donc, il y a des postes qui ne concernent pas le CO2. Puis, il y en a un qui s'appelle réchauffement climatique. C'est bien le CO2.
Mais quand on parle du puits à la roue, on ne prend en compte que ce qui est dans le rectangle rouge. Donc, mais vous voyez que 15% du problème est lié à la production des véhicules et 3% à la fin de vie. Et bien entendu, il faut faire des progrès aussi sur ces deux postes-là. Enfin, l'essentiel, c'est quand même l'usage du véhicule. 73%, c'est quand même l'essence que vous brûlez dans le véhicule. Donc voilà le principal progrès à faire. Alors, vers le véhicule réellement écologique, c'est une image, si vous voulez, c'est l'horizon à atteindre. On est au départ, toute l'énergie provient de l'énergie solaire. Le pétrole, simplement, c'est un cycle de 100 000 ans ou plus, ou des millions d'années, et on le brûle en 2 siècles, d'où le problème du réchauffement climatique et la limitation des ressources fossiles. À terme, on va vers un véhicule qui, lui aussi, dont l'énergie sera renouvelable ou éventuellement nucléaire, mais qui sera forcément électrique, puisque finalement les biocarburants ne peuvent résoudre que 10 à 20% de l'équation énergétique pour les véhicules, et on connaît aussi les limites et les problèmes environnementaux que ça pose. Donc l'orientation, c'est le véhicule tout électrique à terme, qui lui est plus compatible avec un développement durable parce qu'il s'appuie sur des ressources renouvelables. Donc voilà un petit peu l'horizon. Alors, juste pour montrer qu'il y a entre les démonstrateurs que vous voyez dans les salons et puis la réalité commerciale, il y a des décalages. En particulier, vous entendez parler de véhicules piles à combustible. Renault a fait son prototype comme d'autres. Mais pour nous, et de plus en plus quand vous regardez la presse spécialisée, de toute façon, le véhicule à hydrogène, qui est un véhicule électrique à pile à combustible, ne va pas être déployé commercialement avant 2020, et encore, et peut-être pas sous la forme qu'on a connue, c'est-à-dire un véhicule avec une pile à combustible de 80 kW et un réservoir qui contient 5-6 kg d'hydrogène. Ce sera peut-être une version différente. Donc ça, c'est pour le véhicule pile à combustible. Le véhicule thermique, il a encore des marges de progrès. Donc on a fait un démonstrateur, par exemple, au Challenge Bibendum, organisé par Michelin, c'était en octobre 2007, où avec une Logan, qui est un véhicule pas cher, en introduisant des technologies finalement abordables, on arrive à atteindre déjà 97 grammes de CO2 au kilomètre avec un véhicule qui en faisait 120 au départ. Donc on peut mettre des technologies, comme je le disais, abordables et les déployer. Ça, c'est immédiat. Ce qui aussi peut être fait, c'est véhicules électriques. Donc il y a pareil un concept car qui a été montré en octobre, mais qui lui va être déployé commercialement à partir de 2011. Donc voilà un petit peu le contexte. Alors le véhicule électrique pour nous c'est la vraie rupture parce que c'est une rupture à la fois en technologie au point de vue carburant et moteur. C'est une rupture environnementale, zéro émission d'emblée, ça c'est la partie pollution en ville, et perspective des zéro émissions CO2 aussi, quand on s'appuie sur de l'énergie renouvelable ou du nucléaire. Et puis c'est une rupture sociétale aussi, parce que c'est une mobilité différente, avec une connexion différente à l'infrastructure, dont je parlerai tout à l'heure, et puis des possibilités d'évolution de la mobilité, une mobilité partagée éventuellement. Alors,